Cette campagne présidentielle américaine, c'est un peu comme une série télé, non? On a l'outsider qui revient alors qu'on pensait qu'il était mort et enterré. On a le personnage principal qui est mal en point mais qui décide quand même d'aller jusqu'au bout de sa course pour finalement abandonner et laisser son bras droit prendre le relais. Quand Kamala Harris arrive à la course à la Maison-Blanche, il lui reste 3 mois. 3 mois pour convaincre le peuple américain quelle est la meilleure alternative à Donald Trump. Alors, la fin de l'histoire, on la connaît déjà, c'est Trump qui a remporté l'élection présidentielle, mais ce qui va être intéressant dans cette vidéo, c'est qu'on va analyser cette campagne avec un regard totalement différent. En fait, en regardant un peu tous ces événements, je me suis rendu compte que les campagnes américaines ressemblent à de véritables business, et on peut y retrouver tous les codes qu'on retrouve dans un business classique. Donc ensemble, on va analyser cette campagne comme si c'était une entreprise. Et on va s'attarder sur les 4 P. Product, Price, Place and Promotion. Le produit, dans ce cas, ça va être chacun des 2 candidats, Donald Trump et Kamala Harris. On va parler ici de personal branding ou encore de marque personnelle. Chacun d'eux représente une marque avec les mêmes codes qu'une vraie marque. Par exemple, le slogan. Et c'est d'ailleurs un des endroits où Kamala Harris a un petit peu péché. Parce que si je te demande aujourd'hui quel était le slogan de Kamala Harris, tu ne sauras peut-être pas me répondre. En tout cas, moi-même, j'étais incapable de le sortir instantanément. Et quand j'ai demandé aux personnes autour de moi, c'était la même chose. Par contre, si je te demande quel était le slogan de Trump, tu me diras « Make America Great Again ». C'est devenu sa marque de fabrique. C'est devenu un élément reconnaissable. On a des casquettes avec ce slogan. On a plein de merchandising qui reprennent ce slogan, comme pour une vraie marque. Et ça permet d'ancrer le personnage dans l'esprit des électeurs. Un peu comme font les vraies marques. Plus je te vois, plus tu restes gravé dans mon subconscient et plus demain quand j'irai dans un supermarché et que je verrai ta marque, Coca-Cola, Nike ou autre, je serai plus enclin à acheter le produit. C'est exactement les mêmes techniques de marketing que pour une vraie marque. Si on va plus loin dans leur personal branding ou encore leur marque personnelle, on se rend compte qu'on a 2 produits qui sont totalement différents. D'un côté, on a Trump. Trump, c'est l'enfant d'eux, le privilégié. Sa famille a fait fortune dans l'immobilier et lui-même, quand il a repris les affaires familiales, il les a amenées à un tout autre niveau. Trump, c'est ce personnage extravagant, bling-bling, clivant, qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense, surtout s'il sait que ça va polariser. C'est un peu le genre de personnage qu'on va soit adorer, soit détester. Sa marque personnelle est installée depuis longtemps aux États-Unis, ça fait des décennies qu'on connaît Donald Trump et qu'il est présent sur la scène publique. Outre le fait qu'il y a un énorme building à son nom sur la 5e avenue à New York, les Américains ont eu l'occasion de le découvrir à maintes reprises sur leurs petits écrans. Il a fait des apparitions dans des séries télé dans les années 90, il avait lui-même sa propre télé-réalité The Apprentice qui cartonnait, sans oublier qu'il a été le 45e président des États-Unis. Quand il arrive donc dans cette campagne, sa marque est déjà installée, on sait déjà qui il est. Kamala Harris, son challenge, c'est qu'elle devait installer sa marque personnelle et elle avait très peu de temps pour le faire. Alors les Américains la connaissaient déjà comme la flic des flics, elle a été procureure de la ville de San Francisco puis procureure de la Californie, avant de devenir vice-présidente de Joe Biden. C'est à ce moment-là que le grand public, et notamment à l'international, l'a découvert. Et donc durant cette campagne, Kamala a rappelé à de nombreuses reprises ses origines. Elle est issue d'une famille multiculturelle, avec un père jamaïcain et une mère indienne. Elle a grandi, contrairement à Trump, dans un milieu plutôt modeste. Elle a fait ses études supérieures dans la prestigieuse université de Howard, qui est une université afro-américaine, et c'est une activiste. On voit donc que c'est un personnage totalement opposé à Donald Trump. Même s'ils ont tous les 2 ce côté self-made, American Dream, ça n'en reste pas moins 2 personnages totalement différents. Et ça va donner le ton de leur duel lors de cette campagne présidentielle. À présent, on va parler du prix, et évidemment, vous l'aurez compris, on ne va pas parler de combien coûtent nos 2 candidats, n'est-ce pas, parce que ce sont des marques personnelles, mais on va s'attarder un petit peu sur le financement de ces campagnes. La campagne présidentielle 2024 aux États-Unis a dépassé tous les records parce que chacun des 2 candidats a levé plus d'1 milliard de dollars pour sa campagne. Vous avez bien entendu, plus d'1 milliard de dollars. Alors comment ça s'est dispatché? Chez Kamala Harris, on a plus de 60% de cette somme qui venait directement du camp démocrate. Chez Trump, 65% des sommes récoltées, parce qu'il a aussi levé plus d'1 milliard de dollars, provenaient de sources extérieures. Parmi elles, son plus grand donateur,
Mellon, qui est l'un des héritiers d'une des familles les plus riches des États-Unis, a donné à lui seul plus de 125 millions de dollars. Son second plus grand donateur, Elon Musk, a donné plus de 75 millions de dollars pour financer sa campagne. Les chiffres sont vertigineux, c'est de la démesure, mais on est aux États-Unis et ça ne nous étonne absolument pas. Alors à quoi servent tous ces milliards? Évidemment, ils servent à financer les frais de fonctionnement de la campagne, ils servent à financer la communication de la campagne. Et d'ailleurs, à ce sujet, Kamala Harris est un petit peu dans la sauce en ce moment parce que de nombreuses sources affirment qu'elle a payé des fortunes les célébrités qui étaient à ses côtés durant cette campagne, notamment Beyoncé qui aurait reçu apparemment 10 millions de dollars pour les quelques minutes de speech qu'elle a fait lors de la campagne de Kamala Harris. Si c'est vrai, et au vu des dizaines de célébrités qui ont soutenu Kamala Harris officiellement durant toute cette campagne, ça voudrait dire qu'il y a presque des centaines de millions qui ont été dépensés juste pour des partenariats avec des célébrités. Et ça fait beaucoup parler. On va passer le point distribution et on va arriver directement sur le point qui nous intéresse le plus, la communication. Alors à ce sujet, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur nos deux candidats. On va commencer par un point central quand on parle de communication, ça va être le messaging, ou encore ton message. Est-ce qu'il est clair? Est-ce qu'il est simple? Est-ce qu'on le retient? C'est un énorme enjeu pour les politiciens. Et sur ce point, Trump a encore remporté un point face à Kamala Harris parce que, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, son message était simple, clair et reconnaissable. Weird gift is he knows what people really want. Not what they say they want. What he has been consistently good at since he entered into electoral politics is he goes to the heart of what they really want. They want to feel like they're winning even if everything around them says they're losing. And he is willing to tell people anything. Right. And that is very useful when you're trying to tap into people's I think deep anxieties. But I think most Americans just want a really good story about how their lives are going to be better. And in this election, whether that story resonated with you or not, Donald Trump's story was simple and you could remember it and you understood it. Things are bad, I will make it good. Wow. Everybody gets that story, right? It's fairy tale 101. You can't counter that with policy proposals. Right? I know we wish that's how people made decisions, but it's not. People make decisions from gut and instinct and feeling. De son côté, Kamala Harris, en bonne politicienne, avait un discours beaucoup plus complexe, beaucoup plus technique, peut-être plus poussé que Trump, mais au final, c'est la simplicité qui a gagné. Côté digital, on a vu nos candidats hyper offensifs durant toute cette campagne sur la sphère digitale. C'est simple, ils étaient partout. Je suis tombée sur un article qui est assez intéressant qui expliquait en fait comment chacun des candidats a choisi les réseaux sociaux sur lesquels ils étaient extrêmement présents. Donald Trump s'est beaucoup basé sur X et sur son média social personnel, Truth Social, pour faire passer son message. On est sur une cible de personnes qui suivent de un peu plus près l'actualité politique, contrairement à d'autres réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok par exemple, sur lesquels Kamala Harris était beaucoup plus présente, avec des vidéos super bien tournées qui respectaient un petit peu les codes de la plateforme et avec l'idée d'aller toucher les jeunes. Si on revient sur une campagne traditionnelle, donc hors digital, on voit que Donald Trump a privilégié les médias sur lesquels il était déjà en terrain conquis. Il a minutieusement choisi les podcasts ou les émissions qui étaient animées par des personnes qui étaient déjà soit républicaines, soit carrément des Trumpistes. Kamala Harris, de son côté, a voulu toucher un public large. Alors on a compris que son cœur de cible, c'était plutôt les femmes. Et elle a voulu toucher les femmes d'un point de vue vraiment mainstream. On l'a vu dans des émissions comme The View, par exemple. On l'a vu également sur le podcast de Alex Cooper qui s'appelle Call Her Daddy, qui est l'un des plus gros podcasts aux États-Unis et qui, pareil, a une cible jeune et une cible féminine. Elle n'a pas hésité, par exemple, à se mettre en difficulté dans des émissions où on lui a posé des questions un petit peu plus techniques, là où un Trump a choisi de rester plutôt dans sa zone de confort. Ensuite, on ne peut pas parler de marque sans parler d'égérie. Et dans le cas de cette campagne présidentielle, les égéries vont plutôt être des celebrity endorsements. Et ça, je pense que c'est important qu'on en parle un petit peu parce que aux États-Unis, ça a toujours été une pratique normale que d'avoir des célébrités qui vont soutenir officiellement et publiquement certains candidats. À l'époque de Reagan, par exemple, on voyait un Frank Sinatra faire carrément une chanson pour soutenir son candidat. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez commun aux États-Unis. Sauf qu'on s'est rendu compte, là, en 2024,
que de moins en moins de personnes vont suivre l'avis d'une célébrité pour les intentions de vote. Parce que quand on voit toutes les célébrités qu'a réussi à réunir Kamala Harris, quand on voit toutes les célébrités d'Hollywood, de l'industrie de la musique, de l'entertainment d'une manière générale, qui l'ont soutenue, quand on voit qu'il y a des Taylor Swift par exemple qui est connue pour avoir une vraie influence sur sa cible, et quand on voit le nombre de personnalités respectées dans l'industrie qui l'ont soutenue, on réalise que finalement, c'est pas ça qui fait gagner un candidat. C'est comme si les gens en ont eu marre que des personnes multimillionnaires, voire milliardaires, leur dictent leur manière de voter. C'est comme si les gens en ont eu tout simplement marre que des personnes qui ne vivent pas les difficultés que vivent les Américains actuellement leur disent qui voter ou non. Les conséquences de l'inflation sont dramatiques actuellement aux États-Unis et des personnes se plaignent de n'être même plus capables d'acheter des œufs. Alors ils n'ont pas besoin d'avoir une personnalité multimilliardaire qui vit dans sa tour d'ivoire, leur disent quoi faire alors qu'ils sont complètement déconnectés de la réalité. Ça a été le cas avec Hillary Clinton, qui elle aussi avait eu un parterre de célébrités qui l'avaient soutenue et pourtant elle n'a pas gagné. Et c'est aussi le cas avec Kamala Harris. Et ça pose une vraie question de fond sur les celebrity endorsement dans les campagnes présidentielles aux États-Unis. Au final, cette fois encore, c'est l'outsider qui a gagné. C'est celui qui est anti-establishment. C'est celui qui ne respecte pas les codes. C'est celui qui ne fait pas comme les autres. C'est celui qui est un politicien mais qui en fait n'en est pas vraiment un. C'est celui qui a choisi de choquer, qui a choisi de polariser, qui a choisi de cliver, qui finalement s'est fait le plus entendre. Et toi, qu'est-ce que t'as pensé de cette élection présidentielle? Qu'est-ce que t'as pensé de toutes ces célébrités qui étaient impliquées? Qu'est-ce que t'as pensé de tous les milliards de dollars qui ont été dépensés? Et surtout, qu'est-ce que tu as pensé de la fin de cette élection et de la victoire de Donald Trump? Dis-moi tout ça en commentaire, je serai ravie de te lire. Je te dis donc à demain pour notre prochain épisode du calendrier de l'Avent spécial Brand Story. Et en attendant, prends soin de toi.